Bonjour à tous, c'est Eric Deneken et dans cette vidéo, je vais reprendre les fondamentaux, à savoir la fabrication d'une ceinture de type ceinturon, donc une ceinture qu'on va porter sur un jean. Et je vais travailler ici sur un magnifique cuir de la tannerie de Chamon et dans leur nouvelle couleur, le gris. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker, partager mes vidéos et je vous dis à bientôt pour les prochaines. Bon visionnage! La première étape quand je reçois le demi-dossé de la tannerie de Chamon, c'est de couper un bord droit à l'aide de la demi-lune et ensuite je vais utiliser le couteau mécanique pour couper des bandes de différentes largeurs. On peut en voir ici sur mon plan de travail, voilà, j'ai des bleus, j'ai des gris. Donc bien sûr, comme je coupe beaucoup de ceintures parce que je fais du stock pour mon activité, je vais utiliser le couteau mécanique parce qu'ici on a un cuir assez épais et le strap cutter ne sera pas assez fort, assez résistant pour couper ce type de cuir. Je pourrais aussi, si je n'ai que quelques sangles à couper, tout faire à la demi-lune. Une fois ma bande découpée, je vais couper les extrémités de ma sangle à l'aide d'un fer à bout, ici en forme ogive mais ça pourrait être rond ou boussellier. Je peux également me servir de gabarit de type perroquet et couper à la demi-lune, qu'importe. Donc ici je vais faire l'extrémité de ma sangle et je vais également réaliser une petite pièce qui va ressembler à ça et qui me permettra de fixer la boucle. Je réaliserai la mortaise au milieu de cette pièce qui fait 11 cm de pointe à pointe. C'est un petit système simple qui va me permettre en fait de conserver toute la longueur de ma sangle, de ne pas faire de sur-mesure au niveau de ma ceinture. Et vous verrez, ce système me permettra de retirer la boucle, de tailler ma sangle à la taille du porteur et de simplement remettre cette petite pièce qui sera pliée en deux et qui tiendra la boucle et qui sera simplement fixée à l'aide d'une vis Chicago. Donc tout ça, c'est un système simple qui m'affranchit de la gestion des différentes longueurs de ceinture en fonction des tours de taille. Première étape, donc la coupe de l'extrémité de ma sangle. Je vais faire de même sur ma petite pièce qui va faire 11 cm de longueur. À l'opposé de la pointe, j'ai bien sûr coupé à l'équerre à l'aide de la demi-lune. Je vais ensuite passer le formoir. Je vous recommande ici le formoir en buis car on va travailler donc, sur un cuir qui est déjà teinté, donc relativement étanche. Mon formoir en plastique ne supporterait pas les allers-retours, les échauffements que ça va créer. Il va se mettre à fondre, alors que mon formoir en buis ou en bois dur, ça peut être un autre type de bois, va très bien résister. Et éventuellement, de temps en temps, j'aurai un petite rectification ici à faire au papier abrasif, mais voilà, c'est vraiment de façon occasionnelle. Cette petite pièce a été refendue pour qu'elle soit un peu donc moins épaisse, bien sûr, pour qu'elle puisse se plier plus facilement. Si vous n'avez pas de refendeuse, c'est pas forcément grave. En mouillant, et vous verrez, je le ferai aussi, on va mouiller et ça permettra de plier cette pièce plus facilement. Il faudra juste prendre en compte au niveau de la vis Chicago, utiliser des vis plus longues qui vont faire 7-10 mm de longueur pour pouvoir prendre en compte ces deux épaisseurs plus celle-ci. Parce que là on est sur un cuir qui fait environ 4 mm d'épaisseur, donc x3 parce que cette pièce est pliée. Ça commence à représenter un peu et les vis de base des vis Chicago ne seront pas assez longues, mais il n'y a pas de souci, ça existe en version plus longue. Donc je prends mon formoir, donc là je vais décider de la taille à laquelle je veux faire mon filet décoratif. Voilà, on appuie, on frotte. C'est parti, on va faire tout le tour. Donc n'hésitez pas à vous caler contre une règle. C'est plus facile de cette façon. Votre sangle ne se déforme pas, ne bouge pas. Donc ici, attention à la pointe, il va falloir faire le filet jusqu'à la pointe sans sortir tout droit. Donc bien sûr, on ne va travailler qu'avec l'angle du formoir, donc on peut même partir de la pointe et faire ce geste. Donc là, il est plus difficile de faire les allers-retours, mais on va passer plusieurs fois et ça va bien marquer le cuir. Donc opération qu'on réalise également sur la petite chape. Donc pareil, je fais attention aux deux pointes. Je fais aussi bien sûr la même chose sur ma petite bande à passant. Là, je vais simplement choisir une taille différente
au niveau de mon formoir car j'ai une bande beaucoup plus étroite. Donc je vais pas m'éloigner autant du bord. Mais sinon, c'est le même principe. Étape suivante, passage de la bacarre. Donc je vais le passer côté fleur mais aussi côté chair. Donc là, idem, la barre en alu m'aide bien, comme je suis bien épaulé. Voilà, de cette façon, mon cuir ne bouge pas, ne se déforme pas. Donc voici pour la fleur, maintenant le côté chair. Donc j'utilise ici un abacar assez gros, hein. J'ai un cœur qui fait quand même plus de 4 mm d'épaisseur. C'est un numéro 3 de chez Osborne, c'est déjà un gros numéro, en tout cas chez Osborne. Voilà, qui me permet de retirer pas mal de matière et ce qui va me permettre aussi d'avoir des tranches arrondies. Alors bien sûr, on fait la même chose sur la chape, côté fleur, côté chair. Et je vais faire la même chose sur ma bande à passant, mais ici, avec un abacar beaucoup plus petit. Alors c'est le numéro 0 de chez Barry King. Voilà. Le but, c'est quand même de laisser de la matière. Mon passant est quand même pas très épais ni très large. Donc pareil, côté fleur, côté chair. Je passe maintenant au travail des tranches. Ici j'ai un cuir gris, je vais faire mes tranches en noir. De toute façon l'asticage va quand même foncer beaucoup mes couleurs, donc je pars tout de suite au noir. A l'aide d'un tampon, je vais appliquer la teinte. Je vais travailler environ sur la moitié de ma ceinture. Et ensuite, je mettrai de la gomme arabique. A noter que ça, c'est de la gomme arabique donc, qui vient de ma boutique, qui est déjà vendue liquide. Elle est vendue, c'est du concentré. N'hésitez pas à mettre 50% d'eau dedans, et là, c'est ce que j'ai fait. Trop concentré, ça serait même justement un peu contre-productif, ça sert à rien. Il vaut mieux qu'elle soit diluée à 50%, elle sera bien plus efficace. Donc, je mets ma teinture noire. Donc, je vais travailler zone par zone, il n'y aura pas de raccord. Mais c'est ce qui me permet de le mieux contrôler la quantité d'eau que je vais mettre dans mon cuir. Parce que là, c'est une teinture base aqueuse, donc je mets de l'eau. Ma gomme arabique est diluée avec de l'eau. Donc il me faut de l'eau pour faire un beau travail de tranche, mais il ne m'en faut pas trop. Donc ça sert à rien de vouloir trop préparer, de linéaire comme ça de tranche. Je préfère gérer tronçon par tronçon. On contrôle mieux ce que l'on fait. Donc j'ai mis la teinture, maintenant j'applique la gomme et idem, je ne mets pas trop de gomme, il m'en faut un peu mais pas en excès, sinon ça serait contre-productif, j'aurais même du mal à sticker ma tranche, j'aurais du mal en fait à vernir la gomme arabique. Son objectif c'est de venir glacer les fibres, de les coller, mais si elle est trop humide je n'y arriverai pas. Donc ma règle que j'avais ici tout à l'heure, elle est toujours utile, je vais simplement me décaler un peu plus pour mettre ma sangle de l'autre côté. Là, je vais me poser de cette façon, comme ça je vais pouvoir m'appuyer contre, et ça sera également plus facile. Donc là moi je vais le faire avec un chiffon de lin. Hop, je pose ça, voilà un chiffon de lin sur lequel j'avais fait fondre de la cire d'abeille. Et là même ce que je fais assez régulièrement, c'est que je reprends mon bloc de cire d'abeille, je frotte un petit peu comme ça, ça va encore améliorer le travail des tranches parce que la cire d'abeille pourrait être utilisée pure pour faire ce travail de tranche, pour faire l'asticage. Donc là je combine, je mets la gomme arabique et en plus donc j'ai de la cire d'abeille sur mon chiffon de lin. Donc on pourrait aussi le faire à l'aide d'un brunissoir, qu'il soit à la main ou monté sur une Dremel. Ça après c'est vraiment une histoire de goût, chacun fait bien comme il veut. Mais le travail des tranches lui par contre est obligatoire. C'est le premier critère de qualité d'un objet. Donc là le but c'est de bien faire chauffer la gomme arabique, c'est comme ça qu'elle va se mettre à glacer. Donc faut pas trop attendre non plus parce que si mon cuir sèche, je n'aurai pas ce joli glaçage de la gomme arabique.
Je veux également la mettre à l'envers pour travailler aussi l'arête intérieure, la côte échère, qui n'est pas toujours bien arrondie, bien écrasée. Voilà, j'en profite. Donc là, la règle, elle me sert vraiment des deux côtés, tout le temps très utile. Voilà, donc bien sûr, rebelote de l'autre côté. Et je ferai pareil pour ma chape et mon passant, enfin ma bande à passant. Ici, je vais même teindre l'intérieur pour le peu qui ne sera pas teinté. Et comme en plus elle est refendue, j'ai plus la même finition que j'avais à l'origine. Donc je vais teindre en noir, ça sera plus joli comme ça de la chape. Je me suis fait un petit marqueur ici au milieu de celle-ci. Je vais utiliser mon fer à mortaise, donc je le centre sur le milieu. Comme ça, quelle que soit la taille de mon fer à mortaise, je serai toujours bien placé. Donc le choix du fer à mortaise dépend bien sûr de l'ardillon et pas de la largeur de la boucle. Vous avez des ardillons plus ou moins forts, plus ou moins épais, quelle que soit la largeur de la boucle. Donc il faut que la chape ou la pièce de cuir en tout cas ne monte pas sur l'ardillon. Donc ici j'ai choisi une taille qui va correspondre à l'ardillon de ma boucle. Maintenant que ma mortaise est réalisée, je vais reprendre un petit peu de teinture noire et en mettre à l'intérieur de celle-ci pour que ce soit quand même plus esthétique. Donc là j'y vais tranquillement au pinceau et non au tampon, sinon je mettrais beaucoup trop de teinture. Voilà, je peux mettre aussi un tout petit peu de gomme. Et là pour l'intérieur vous avez le choix, soit vous utilisez par exemple un brunissoir que l'on peut monter sur une Dremel, ou tout bêtement, si vous n'avez pas ça sous la main, une simple baguette chinoise, on va passer à l'intérieur. Et voilà, ça va me glacer l'intérieur de ma mortaise. Et ici j'ai teinté l'intérieur, donc j'en profite, c'est une base aqueuse. Donc mon cuir est humide, je peux plier, faites-le toujours quand c'est humide. Comme ça, votre chape ne risque pas de casser. Si jamais vous n'aviez pas teinté l'intérieur, vous mouillez un peu pour pouvoir plier en sécurité. Avant d'aller plus loin, je prends un vieux chiffon, je vais prendre ma sangle et je vais passer comme ça dedans pour enlever le petit excédent de teinture qu'on pourrait encore avoir. Pour déterminer la longueur de mon passant, je vais prendre donc ma bande à passant. Je prends ici 2 épaisseurs de ma sangle. Je me pose au milieu, je fais le tour. Je serre bien fort, un passant vaut mieux qu'il soit un peu trop serré que trop lâche. Là où je commence juste à superposer, je fais une petite marque, ça sera la longueur de mon passant. Que ce soit un passant fixe ou un passant mobile, ils auront la même longueur. La seule différence en termes de longueur de passant, c'est si je voulais faire un passant cousu main, auquel cas il serait plus long, pour pouvoir avoir une zone de couture qui correspondrait à la largeur de ma sangle. Voici par exemple, pour illustrer un passant cousu main, il a une zone de recouvrement qui correspond ici à la largeur de la sangle. Je coupe mon passant, je vais ensuite faire 2 trous sur les extrémités de celui-ci, car je fais mon trou à la laine losange, ici parallèle à l'extrémité du passant. Donc je vais ici placer une agrafe à passant. Donc je fais un trou de chaque côté, voilà, à l'aide de la laine losange. Ici pas de question d'angle, hein, je perce parallèle au bord. Je vais ensuite mettre une petite agrafe à passant, la voici. Je vais faire passer donc les extrémités, enfin les pattes de mon agrafe, voilà, dans mon passant, une de chaque côté. Et je vais simplement replier les pattes à l'aide d'un tournevis. J'écrase bien mon cuir, je le mets bien en place. Et j'écrase une patte d'un côté, une de l'autre. Pour un passant mobile,
J'irai également taper les petites pattes que l'on voit ici de mon passant sur une petite enclume, de façon à ce que les petites parties métalliques ne soient pas en surépaisseur et ne viennent pas gratter le dessous de la sangle. Ici, ma fameuse mini enclume, je présente mon passant, je tape à l'aide d'un marteau-rigoire. Voilà, de cette façon, les petites pattes à l'intérieur ne sont plus du tout en surépaisseur ici. Le cuir va pouvoir circuler contre, ça ne va pas du tout rayer l'intérieur de la ceinture. Je vais maintenant réaliser un trou de 4 mm de diamètre qui fera passer ma vis Chicago. En général, je fais le trou à peu près ici et là où ma sangle prend une inflexion pour faire la pointe. C'est à peu près ma limite parce que viendra se positionner ici mon passant. J'ai présenté ma ceinture à l'intérieur de la chape. Je me suis fait un petit repère. Je fais également un trou du même diamètre. Donc voici ma vis Chicago avec la belle partie ici qui va se retrouver au-dessus. J'ai ma chape, j'ai ma ceinture. Je vais simplement donc me mettre comme ça en sandwich. Voilà, tout simplement. Mon passant étant au bout de la ceinture, on pourrait aussi se mettre sur la ceinture. Après, chacun est libre. Je mets donc la belle partie dessus. La partie avec le pas de vis va se retrouver en dessous. Si vous voulez quelque chose de peu ou pas démontable, vous pouvez mettre du frein filet à l'intérieur. Mais là, je rappelle qu'ici, ma ceinture est très longue. Elle n'est pas encore découpée à la taille du client. Donc, je ne mets pas de frein filet. Mais en version définitive, une fois réglé pour le client, on pourrait mettre une petite goutte de frein filet pour que ça ne se dévisse plus. Voilà, il ne me reste ensuite plus qu'à faire mes trous de réglage. Donc en général, je vais réaliser le premier trou ici à 13 cm de la pointe. Et ensuite, alors ça c'est personnel, hein, moi je fais un espacement tous les 2 cm. J'aime bien avoir un réglage assez fin des ceintures. Mais la norme voudrait que ce soit plutôt 2,5. Et encore, cette norme elle est un peu variable parce qu'elle va aussi être fonction de la largeur de ma sangle. Bien sûr, plus ma sangle va être petite, plus l'espacement entre les trous va se réduire, sinon c'est disproportionné. Donc voilà, 2, 2,5, une question d'esthétique, de goût, à vous de voir. Voici donc la dernière étape, la réalisation des trous. Donc ici, taille des trous, bien sûr, qui vont être liés également au diamètre de l'ardillon. Donc là, je me suis fait mon espacement tous les 2 cm, pardon. A noter ici que le nombre de trous doit être en nombre impair, car si je faisais une ceinture en sur-mesure, potentiellement j'aurais besoin que d'un seul trou qui correspondrait au tour de taille au moment où le client arrive. Mais je ne sais pas s'il va maigrir ou grossir, donc on va rajouter un trou de part et d'autre, on va passer à 3, 5 ou 7. Donc là, comme j'ai un espacement de 2 qui n'est pas énorme, j'aime bien partir sur 7 trous, mais sur un espacement de 2,5, on pourrait prendre que 5 trous. Dernière petite astuce, on est ici sur un demi-dossé donc de la tannerie de Chamon, c'est un cuir qui se tient, qui est résistant, donc très bien pour faire du ceinturon. Mais pour le confort du client, ce qu'on peut préparer, voilà, c'est juste ça, le casser un peu comme ça, le passer dans la main, et là tout de suite on gagne en souplesse, beaucoup plus confortable et aussi beaucoup plus facile à ranger. Voici la ceinture terminée et une présentation non exhaustive des outils. On retrouve bien sûr la demi-lune, le coupe-bande donc pour préparer ma sangle, le formoir qui va faire mon filet décoratif, les abacars indispensables pour préparer le travail de tranche, bien sûr de la teinture, de la gomme arabique, donc là n'apparaît pas mais j'ai besoin des tampons, qui va me permettre donc de faire ce joli travail d'asticage, de la cire d'abeille éventuellement qui est de toute façon présente sur mon chiffon de lin. Et pour finir, les petits accessoires, hein, bien sûr la boucle, la vis Chicago, l'agrafe à passant et mon tournevis pour fixer tout ça. Et la laine bien sûr aussi qui m'a permis de faire les trous pour laisser passer les pattes de l'agrafe. Maintenant à vous de jouer.